Improvisation sur un thème par Théophane Césari. Donc bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Improvisation sur un thème. Cette fois-ci, nous nous éloignons des thèmes un peu historiques, un peu, on va dire, sérieux qu'on a pu faire, pour parler d'un sujet sur lequel j'avais très envie de parler. Euh, c'est un sujet musical. Et c'est un sujet qui est, je considère, extrêmement important. Je pèse mes mots. Et c'est les Beatles. Alors pourquoi parler des Beatles? On a déjà en plus, je suppose, tous tout lu, tout entendu sur les Beatles, mais leur force d'attraction, leur force musicale, leur force d'innovation était tellement grande que je ne peux irrésistiblement m'empêcher de moi aussi ajouter ma pierre à l'édifice et de discuter la question comme si elle n'avait pas été discutée mille fois par mille autres personnes, qui soient critiques musicales ou simples amateurs. Simplement parce que les Beatles restent, ont été et resteront peut-être toujours, à moins que des extraterrestres nous apportent une musique encore plus nouvelle et différente, encore plus révolutionnaire. Les Beatles donc ont été et resteront le plus grand groupe de tous les temps. Le meilleur groupe de rock, le plus efficace, celui qui a le plus apporté. Alors, je reviendrai sur toutes les raisons qui font que c'est cela, mais je suis désolé, on ne peut pas aller dans un sens contraire. Les Rolling Stones, je les aime beaucoup, mais s'ils avaient une rivalité commerciale, une rivalité en termes de popularité, le fait est que sans Beatles, pas de Rolling Stones, et que les Rolling Stones ont plus été des suiveurs musicaux que des innovateurs, et c'est quelqu'un qui les aime bien. J'ai tous leurs albums de 66 jusqu'à 77, même avant, non, du premier, ouais, voilà, du premier, je les ai achetés en version anglaise jusqu'au, je dois avoir jusqu'à Some Girl, je pense. Voilà, les Rolling Stones, je les ignore pas exprès, voilà, mais dans leur rivalité, je considère qu'ils valent pas grand chose. Mais de toute façon, enfin, ils valent pas grand chose, ils valent beaucoup, mais ils ne sont pas à la hauteur des Beatles. De toute façon, les plus, on va dire, les plus passionnés de musique vous répondront que les autres groupes auxquels il faut comparer les Beatles, ce seraient les Beach Boys. J'en reviendrai peut-être dans la rivalité d'innovation musicale qu'il y a eu à l'époque de Pet Sound. Et s'il est vrai que les Beach Boys ont une très place très bien placée parmi les groupes les plus importants, les plus influents, les plus fondamentaux avec les Beatles, ils n'arrivent pas à leur cheville, tout simplement parce que même s'ils se sont formés avant, qu'ils ont eu leur premier album avant, pas les Beach Boys que l'on aime sans les Beatles. Enfin, c'est-à-dire pas Pet Sound sans les Beatles, pas tout ce qu'ils ont fait intéressant sans les Beatles. Même si j'aime aussi beaucoup les débuts des Beach Boys, leur période plus surf, où il y avait déjà quand même une grosse innovation avec voilà, se prendre. Je ferai peut-être un podcast sur les Beach Boys et sur Brian Wilson parce que je suis un immense fan. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon blog une critique de Pet Sound. Mais de ça pour dire que non, les Beach Boys ne sont pas à la hauteur. Et un autre groupe auquel on mettrait beaucoup en avant, c'est le Velvet Underground. Notamment, je pense, David Bowie, il s'y connaît extrêmement bien, mais à mon avis, c'était juste parce qu'il voulait prêcher pour sa paroisse. Mais on ressort souvent quand il dit que les Beatles étaient seulement influents à l'époque, mais qu'après, c'est le Velvet Underground qui a pris le relais et qu'ils sont beaucoup plus importants. Non, le Velvet Underground, ils ont apporté une touche indé, enfin indé, de quelque chose de, voilà, à part, plus artistique, mais en fait, c'est pareil. C'est 77, pas 77, excusez-moi, qu'est-ce que je dis comme bêtise? 67, Velvet Underground et Nico. Et pareil, c'est un truc inspiré des Beatles. Et en fait, c'est exactement les mêmes influences que pour Pet Sound, mais sauf que fait à la place d'être dans les grands studios Capitol, fait de façon beaucoup plus indé, beaucoup plus. Et avec après les longues improvisations, European Song, Heroin, Be the Death of Me, ou vraiment expérimental. Mais pareil, cette idée de mettre de l'expérimentation, de l'art contemporain dans le rock, c'est les Beatles. 67, il y avait déjà Sgt Pepper avec voilà une autre truc avec une grande pochette d'album pop art, des concepts perchés et tout, mais c'était fait différemment. On va dire que voilà, Lou Reed, vu que c'est le côté très
new-yorkais, rue Sale et compagnie. Ok, il apporte cette vision-là, mais là il apporte une vision esthétique, il n'apporte pas une innovation structurelle, musicale, comme les Beatles l'ont fait. Et les Beatles, bah, ils ont tout apporté. Je suis désolé, voilà. Je vais prendre un ton un peu taquin pendant ce podcast. Sujet entre guillemets plus léger, bien que je considère qu'il soit fondamental aux Ouija. Mais voilà. Pour moi, c'est pas un sujet de débat. C'est comme essayer de faire discuter un religieux et un athée, d'essayer de me convaincre que les Beatles ne sont pas le plus grand groupe de tous les temps. Alors il y a beaucoup de groupes excellents et à l'époque, voilà, rien qu'en Angleterre, bah bon, on a parlé des Rolling Stones, mais les Kings, je les adore, les Kings. Les Zombies, les Who, qui sont d'ailleurs fortement inspirés des Kings. Tous ces groupes-là sont géniaux, vraiment, je les adore. J'ai pensé leur discographie. Je pourrais pareil faire un épisode sur les Kings, je pense. Les Zombies, il n'y aurait pas assez de matière. Ils ont fait qu'un album sérieux. Après, ils ont fait un album de... Enfin, voilà, vous connaissez l'histoire. Euh, mais euh, mais c'est les Beatles, ça a été l'étincelle qui ont déclenché la British Invasion et au-delà, cette révolution qu'est le rock. C'est pas Elvis, je suis désolé. Elvis, il a popularisé un mouvement il a popularisé un type de musique qui était à la croisée de la country et du rhythm and blues afro-américain. Voilà, une musique de l'Amérique universelle, pas ségrégée par... voilà, il a popularisé ça, mais il n'a pas inventé. Voilà, lui-même le disait, le vrai king, c'est pas lui, c'est Fats Domino, et je recommande Fats Domino à tout le monde. Mais voilà, il a juste popularisé une fusion musicale entre la musique country et le rhythm and blues, qui existait déjà avant, qui avait été fait par Chuck Berry, personnage peu recommandable, mais quand même de talent et tout. Mais c'est ce qu'on appelle, c'est le rock and roll. Les Beatles sont allés plus loin, ils ont... Et c'était une musique vraiment pour les jeunes, c'était pas un truc, les intellos, ils s'en fichaient un peu du rock and roll du début. C'est les Beatles, avec l'aide de Dylan, que je mettrais au-dessus des Beach Boys et du Velvet Underground comme l'acte musical le plus influent de tous les temps. Ou en tout cas, hors jazz. Je ferais peut-être un peu de podcast sur le jazz, désolé de tous ces effets d'annonce. Mais de ça pour dire que voilà, c'est les Beatles qui ont démarré cette chose-là. Ils ont pris cette petite musique de jeunes, ils l'ont adapté à un format britannique, enfin un format. Ils ont changé le truc complètement, ils ont enlevé le N-roll et c'est devenu le rock et c'est devenu un truc sérieux. Et pas juste la musique insouciante et pleine d'énergie, mélangeant country et rhythm and blues de la jeunesse américaine, on va dire, en voie de déségrégation, en voie d'universalisation, ce qui était le rock and roll. Non, ils ont pris ça et ils l'ont transformé en truc sérieux voilà, qui pouvait rivaliser avec le jazz et à faire en sorte que un musicien, un acte, un groupe de ce qu'on s'est appelé le rock euh, peut, euh, peut parler sérieusement face à Miles Davis. Miles Davis a même voulu monter un super groupe. Donc un super groupe, c'est un groupe qui mélange des artistes venant de plein d'horizons différents. Il a voulu monter un super groupe avec un des guitaristes de... pas un des guitaristes. Jimi Hendrix, Paul McCartney, et en batteur, je crois qu'il voulait prendre soit un des mecs de Jimi Hendrix Experience, soit un des mecs de Cream. Je confonds, mais un mec, ou peut-être de The Big Brother and the Holding Company, un groupe comme ça. Et donc tout ça pour dire, voilà, il a fait en sorte que les Beatles ont fait en sorte que c'était quelque chose de sérieux. Les premiers discours, voilà, sur l'album en tant que forme d'art a été inventé avant dans le jazz, Kind of Blue, plein d'autres. Frank Sinatra a été un des artisans gigantesques de ça dès ses débuts à la Columbia. Je ferai un podcast sur Frank Sinatra aussi parce que c'est un de mes dieux musicaux. Mais c'est les Beatles qui ont popularisé, qui ont, comment on pourrait dire, complètement sorti, voilà, donné une valeur artistique très puissante à ces idées. Bon, je suis désolé de cette intro, elle est un peu confuse. Mais ce que je ferai, voilà, on va commencer depuis le début. Donc les Beatles, ils se sont formés à Liverpool à la fin des années 50. Avant cela, ils appartenaient à un groupe, enfin ils, le début des Beatles avant que Ringo Starr arrive. Donc John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Pete Best.
il se fera virer du groupe. Et l'histoire montrera que ils ont eu raison de le virer du groupe. Enfin, non pas parce que c'est quelqu'un d'horrible, mais parce que Ringo, il est juste parfait. Et donc, ils sont formés à Liverpool. Avant, c'était un ancien groupe, qui s'appelait The Quarrymen. Ils ont passé par plein de noms différents. Et avant de faire du rock and roll, avant que ce soit le rock, pour moi, la naissance du rock, sortant du rock and roll, c'est Please Please Me en 63. Mais donc, mais même si c'était des morceaux de rock and roll qu'ils faisaient dessus, mais on n'en est pas encore là. Ils faisaient une sorte de musique qu'on appelait le skiffle, qui était une musique très populaire en Angleterre, qui mélangeait musique folk traditionnelle. Donc ça c'est ma grande théorie que tous les chemins, voilà, que la grande différence entre la musique française et le reste du monde, c'est que tous les chemins mènent à la musique traditionnelle d'une façon ou d'une autre dans le monde anglo-saxon, alors que en France on connaît même plus. Enfin c'est pas grave. Et donc de musique traditionnelle, de folk, quoi. Parce que c'est pas de la musique traditionnelle népalaise, mais bel et bien celle anglo-saxonne, un peu américaine plus qu'anglaise, je dirais même. Et avec le rock and roll et un tout petit peu de jazz, mais vraiment le microscopique. Le père de Paul McCartney d'ailleurs était musicien de jazz, même si c'est une influence qu'on verra peu, à part de façon, on va dire, rigolote sur certains morceaux de l'album blanc. Et donc il y a ce groupe, ils fonctionnent plutôt bien, ils sont au Cavern Club de Liverpool, qui aujourd'hui est un musée qui leur est consacré. Liverpool, c'est un peu comme Ajaccio. Ajaccio, tout tourne autour de Napoléon. Liverpool, apparemment, tout tournerait autour des Beatles. Il y a même un diplôme sur les Beatles à l'université de Liverpool. Alors, j'ai regardé le programme, malheureusement. Ce n'est pas un diplôme sur leur histoire et leur musique, mais sur l'apport des Beatles sur le tourisme à Liverpool. Donc, c'est pas si intéressant que ça, mais il y a un diplôme universitaire, un master, je crois, sur les Beatles. Si c'est dire à quel point la ville tourne autour des Fab Four. Et donc là, je fais vite fait les débuts parce que c'est intéressant. On a même fait des films, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Euh, ils ont, ils sont partis de Liverpool à Hambourg en Allemagne faire une tournée avec beaucoup de groupes. C'est là où ils se lieront encore plus d'amitié avec Ringo Starr, euh, qui était un membre d'un autre groupe qui s'appelait, je crois, Rory and the Hurricane, un truc comme ça. Ils se font repérer. Alors, voilà, petite anecdote. Ils enregistrent un album où ils sont un groupe de backup pour un mec qui s'appelait Tony Sheridan. Et on peut retrouver, je crois que le nom c'est, voilà, taper Tony Sheridan and the Silver Beetle, un truc comme ça. Et avant Please Please Me, donc c'est un espèce d'album de rock and roll où ils sont juste en arrière-plan pour un autre gars, mais c'est marrant, voilà. Il y a un album caché des Beatles. C'est peut-être pas celui pour lequel on se rappellera d'eux, d'ailleurs, on l'a oublié. Et donc ils reviennent en Angleterre et ils font une audition d'abord chez Decca et ça marche pas. Decca s'en mordront les doigts. C'est un peu l'équivalent en littérature, vous savez, de Gallimard qui avait rejeté Proust. J'ai peur de m'être trompé, mais il me semble que c'est ça. Euh, et pour du côté de chez Swan, ben, en musique, voilà, c'est Decca qui refuse les Beatles. Ils s'en mordront tellement les doigts qu'après ils vont se dire faut qu'on surfe sur la vague et ils iront chercher des Londoniens qui jouent du blues qui s'appellent les Rolling Stones. Et donc après, ils atterrissent chez Parlophone, filiale de EMI. Ils tombent sur George Martin en français, à ne pas confondre avec l'auteur de Game of Thrones. Donc George Martin qui deviendra leur producteur et il leur dit on vous prend, il y a quelque chose chez vous. Par contre, changer le batteur, ils virent Pete Best, ce qui leur causera des gros problèmes à Liverpool. Ils se prendront des coups de poing dans la tête à cause de ça. Parce qu'il était très populaire, parce qu'en fait, lui, il avait la coupe à la banane, c'était vraiment un rock'n'roll. Voilà, un blouson noir, machin, alors que les Beatles, ils avaient déjà. C'est à partir de Hambourg où il y a eu la fameuse coupe à la Beatles. C'était déjà autre chose, voilà, ils étaient déjà sortis du côté blouson noir, l'équipe est sauvage, rock'n'roll, tout ça, désolé. Voilà, c'était. Mais Pete Best, il était très populaire auprès de ce public, aussi beaucoup un public féminin, donc ça n'a pas marché au départ à Liverpool. Mais du coup, ils ont tout de suite pensé en remplacement à Ringo Starr. Parce qu'ils s'entendent extrêmement bien avec lui et parce que c'est un excellent batteur. Tous les batteurs professionnels vous le diront. Ils diront voilà, nous on s'imagine qu'un bon batteur c'est qui spoon des wou, quelque chose de très
ou je sais pas, ou des mecs de jazz fusion, la batterie de jazz, c'est quelque chose qui commence à vraiment me parler, mais Ringo Starr, il arrive vraiment à capter un rythme, à le tenir à la perfection, et il s'adapte à plein de contextes. Écoutez un peu ses jeux de batterie sur tout l'album Let It Be où il fait un truc roots, et après écouter sur Revolver ou les singles de l'époque de Revolver du coup sur Passmaster, et voyez sa versatilité, il est vraiment bon. Donc tous les batteurs disent qu'il est excellent. Donc même si Ringo Starr était peut-être pas le plus grand songwriter de tous les temps, contrairement au reste de son groupe, c'est quand même un très grand musicien. Mais donc il le rajoute, et en plus surtout c'est lui, c'est le les Beatles, c'est beaucoup d'ego, et lui c'est celui qui tenait tout le monde tous ensemble, parce que très sympathique, très drôle. Il y a plein de voilà, les gens ils pensent que voilà, même sans les Beatles, il aurait trouvé un moyen de s'exprimer. Donc il le rajoute. Ce sera pas lui qui enregistrera le premier single, donc la première version de Love Me Do, qui sera leur premier 45 tours. Parce que George Martin dira que ça marche pas. Il voulait faire intervenir un batteur studio, tout simplement parce que voilà, il voulait avoir le contrôle sur le son, il voulait pas de problème, il voulait que tout soit impeccable. Tout a été impeccable, mais après Ringo Starr arrive. Love Me Do marche extrêmement bien. Et donc ils enregistrent en, je crois, 24 heures, 48 heures, un truc super court. Leur premier album, Please Please Me, dans lequel en fait ils reviennent sur leur son live. Je suis moins fan des débuts des Beatles, mais j'adore Please Please Me justement parce que il y a cette énergie ultra live, et parce qu'on sent qu'il y a quelque chose déjà de différent. Ça y est, c'est plus le temps de Chuck Berry ou même de Buddy Holly qui a été une grande influence sur les Beatles. Bon, le pauvre, il n'a pas eu le temps de développer plus sa musique que ça, Buddy Holly. Mais c'est déjà autre chose. Voilà. Et je recommande à tout le monde Please Please Me. Il y a vraiment une grande énergie, ça remplit de tubes. Alors ils reprennent des chansons de rock and roll, et aussi chose amusante parce que les Beatles avaient un horizon musical assez large, compte tenu de leur histoire dans les tournées qu'ils faisaient dans les différents bals populaires, fêtes de maison qu'ils faisaient à Liverpool. Ils s'adaptaient, ils avaient un répertoire assez large, donc il y a aussi des chansons de girls group, notamment Boys et compagnie, qui fait que c'est aussi assez original. Et surtout, ils écrivaient leurs propres chansons. Voilà, donc Buddy Holly le faisait, Chuck Berry le faisait, mais par exemple Elvis le faisait pas. Et c'est en partie pour ça que c'était pas pris au sérieux, enfin en partie non, parce que les musiciens de jazz, il y en a qui composent, mais la plupart ils reprennent les standards, et eux on les prend très au sérieux, et à raison. Mais ça change quelque chose. En fait, tous les groupes anglais, c'était juste des repreneurs de petits tubes. Et eux, ils apportent, voilà, quelques années plus tard, on leur demandera pourquoi vous ne reprenez plus de standards. Et je crois que c'est John qui a répondu, parce que maintenant nous les écrivons. Donc, par exemple, voilà, Please Please Me commence directement par I saw her standing there, et c'est bon. Ils ont déjà révolutionné la musique avec même leur premier album qui est juste une reprise de leur son live. Voilà, ils inventent un peu le rock garage. Bon, ça reste un peu rock and roll, et oui, eux, ils ont leurs harmonies vocales qui les différencient un peu de plein de choses comme ça. Mais on est déjà, voilà, c'est la naissance du rock, c'est la sortie de Please Please Me. Donc en Angleterre, ça marche à mort. Ils font une véritable révolution. C'est le début de la Beatlesmania. Tous les groupes commencent petit à petit à sortir du bois eux aussi. Donc les Kings, les Rolling Stones apportant tous, parce qu'il y a une recherche du coup de reprendre ce son-là. Et surtout, tous les gamins d'Angleterre veulent devenir les Beatles. Ils veulent les voir en concert, ils veulent les écouter leurs disques, mais ils veulent eux aussi faire partie de cette aventure. Euh, Ce qui est t'es pas totalement. Oui, Elvis et compagnie, ils ont donné l'envie à plein de gens de faire des choses. Bah, eux-mêmes, les Beatles, et même diront, John Lennon, voilà, ils s'intéressaient à rien avant de découvrir Elvis. Mais c'est les Beatles. C'est pas la petite étincelle, c'est le Big Bang qui fait que tout explosera à partir de l'Angleterre. Avec les maisons de disques qui veulent tous leurs Beatles, bah, d'où les Rolling Stones que j'ai parlé un peu précédemment. Et surtout tout le monde qui veut devenir les Beatles. Voilà, donc les Kicks. Et tout en s'en différenciant, en voulant faire genre, non, nous on est au-dessus. J'invite à relire par exemple des interviews de Ray Davis dans les années 60, à l'entendre parler des Beatles.
Oui, tiens, les Kings, j'adore ce groupe, c'est un de mes groupes préférés de tous les temps. Mais ils sont quand même directement dans leur sillage, qu'on le veuille ou non. Ils sont tous, de toute façon. Ils ne peuvent pas éviter ce sillage. Parce que c'est ça qui commence tout. Et il n'y aurait pas eu ces groupes, ça aurait été juste des gens qui allaient reprendre Chuck Berry dans leur coin. Et ça allait pas être, ils allaient peut-être pas penser à écrire, ils allaient pas être enregistrés parce que surtout que les maisons de disques à l'époque pensaient que le rock and roll c'était fini. Ben non en fait, oui c'était fini mais parce que ça devenait quelque chose de plus important, quelque chose de mieux, de plus grand. Bon, je ne croyais pas que je suis plus négatif que ça sur le vieux rock and roll des années 50. Hein, c'est très sympa. Hein. Je vous dis, j'adore Fats Domino, j'adore Buddy Holly, Chuck Berry avant d'apprendre ce qu'il faisait dans sa vie privée. J'aimais beaucoup aussi. Et je vous invite à ne surtout pas regarder. Voilà, sous peine d'être traumatisé. Mais ça y est, là, il commence, c'est la première révolution, c'est Day Please Please Me. Certains diraient même Day Love Me Do, mais Love Me Do, c'est pas une si bonne chanson que ça, désolé. Le nouveau mix était vraiment pas mal, mix qui a été fait en phase B de No and Then, la dernière chanson des Beatles. Et donc c'est le début de la Beatlesmania. D'abord en Angleterre, puis partiront en Amérique. 64. Euh, ils débarquent. Je sais plus si c'est le single ou si c'est leur intervention au Ed Sullivan Show. Oui, c'est leur intervention légendaire au Ed Sullivan Show. Le lendemain de l'assassinat de Kennedy aux États-Unis, à faire leur. Ils commencent, je crois que c'est All My Loving, la première chanson que les Américains entendent. Il y avait avant, ils avaient essayé d'importer les disques un peu en bootleg, en pas officiel, mais le vrai lancement c'est ce moment-là. Et l'Angleterre, ça marche à mort. Et partout, ils rencontrent l'hystérie collective. Simplement parce qu'ils sont là et je sais pas. C'est vraiment n'importe quoi en plus. Le niveau d'hystérie de la Beatlesmania. Aujourd'hui, les fans des Beatles, c'est des snobs de musique. Ou alors des gens de l'époque. C'est des fans de l'histoire du rock et compagnie. Mais là, c'était vraiment n'importe quelle personne entre 7 et 18 ans était, et voire un peu plus, était emporté là-dedans. Il y a des scènes mais surréalistes, notamment de jeunes filles hurlant à leur concert. Enfin, je parle pas juste des cris. C'est pas juste comme comme il y a eu des gens qui s'évanouissaient, mais pire que ça en fait. C'est les concerts des boys bands, des trucs comme ça par rapport au début du rock dans les années 60 de la British Invasion et plus encore de la Beatlesmania. Voilà, je vais pas dire parce qu'il y a des détails un peu scabreux, un peu gore, mais enfin gore entre guillemets, mais genre allez, voilà, renseignez-vous et vous verrez que la Beatlesmania c'était une véritable hystérie collective en fait. Euh, mais tout simplement parce qu'il y avait la musique derrière en plus. Ce qui fait qu'un public extrêmement large, alors oui, les concerts, on pense surtout aux jeunes filles qui allaient et qui hurlaient, mais ça allait ultra loin en fait. Les vieux rockers aimaient les Beatles. Ils disaient même que, ouais, que les Beatles avaient sorti un EP rock'n'roll avec que des trucs genre Long Tall Sally, des machins comme ça, et les rockers ils disaient ouais, regardez et tout. Donc c'était pas que. Voilà, là je parle du tout début, hein, vraiment le tout début. Mais quand même, voilà, le passage en Amérique, ça explose tout. Il y a le film en français, Quatre garçons dans le vent, et euh, mais en France, en anglais, Hard Day Night, avec l'album qui accompagne, où justement c'est le premier sans standard, sans reprise de rock'n'roll, qui marque un tournant, qui est excellent, extrêmement bien produit, avec rempli de chansons génialissimes, et ça marche partout dans le monde. Au- euh, alors il y a des petites controverses, par exemple au Japon, le fait qu'ils fassent leur concert dans une salle sacrée, shintoïste consacrée normalement au noble art des arts martiaux, mais ça marche partout. Au Japon, et voilà, de leur tournée pareil, il y a ce qu'ils appellent au Japon le bando son, un truc comme ça, bando sound, qui est le début du J-rock, J-pop et compagnie. City pop, et jazz fusion japonais, c'est eux le point de départ. Le jazz, ils adoraient au Japon, mais c'était différent. Là, c'était voilà, pareil, ils importent cette étincelle. En fait, il y a eu que la France, je pense, qui était épargnée. Ou quand on regarde les archives, on entend oui, j'aime bien, je veux aller voir les Biacles, c'est sympa, mais
Idem pour les autres groupes, mais la France, voilà, musicalement, ça, je crois qu'on a été quasiment pas impacté par les Beatles. Le seul pays de l'univers, en sachant que voilà, même le Cambodge et les Philippines, même le rock ougandais est influencé par les Beatles. Même toute la planète, sauf la France. Bon, j'exagère un peu, hein, mais... Et donc il y a la Beatlesmania, le premier épisode était sur Napoléon, mais on peut comparer ça, voilà, au Grand Cas à Austerlitz. C'est le Austerlitz de la musique britannique, un peu. Et, que dire de plus sur la Beatlesmania, voilà, ça... le problème, c'est que là, pour l'instant, j'ai parlé surtout de leur effet dans la société. J'ai peu parlé d'eux en tant qu'humain et en tant qu'artiste. Et à part pour dire que c'était excellent. Mais en tant qu'artiste, ils commencent à s'épuiser de ces tournées où ils s'entendent pas jouer, où justement ils sont traités comme des bêtes de foire. Avant de finir, ouais, ils ont fait des films où ils sont bien éclatés dessus, notamment du coup Earth Day's Night, puis après ils ont fait Help. Et dans l'album Help, on peut voir déjà le début, tous, voilà, c'est sérieux déjà dans Earth Day's Night, mais le début de la nouvelle étape franchie pour le rock et pour eux, du coup avec Yesterday, l'avant-dernière, malheureusement, oui, après il y a Dizzy Mizzy Lizzy, un standard de rock and roll qui a rien à faire là, qui fait suite à Yesterday, du coup une chanson écrite par Paul McCartney, le premier qu'il écrit seul, avec un quatuor à cordes et lui le guitare solo et quatuor à cordes derrière, qui marque, voilà, les gens ils commencent à se dire bon ok, on trouvait ça bien et sérieux, mais là il y a quelque chose de plus. Et Yesterday n'a pas forcément été un des éléments déclencheurs, mais le tournage de. Quoique oui, car ça a été, pendant longtemps, ça a été la chanson la plus reprise de tous les temps. Oui, devant tous les standards, devant The Girl from Ipanema, devant tous ces trucs-là, c'était Yesterday. Euh, pas toutes les reprises ne se valent, hein, je pense. Et aucune ne vaut l'original, à moins que je suis ouvert à vos recommandations. Et, euh, et donc, les Beatles en ont marre en fait. Ils étaient dans une espèce de tempête. Voilà, sur Help, George Harrison découvre la musique hindustani. À un moment donné, ils découvrent tous ensemble Bob Dylan. Bob Dylan, il suivait attentivement ce qu'il faisait. Et voilà, Bob Dylan, qui est un autre de mes dieux auquel je consacrerai beaucoup trop de temps une autre fois. Euh, et donc, Bob Dylan qui se dit ouais, mais le rock and roll, ça vient de chez nous. Il va le ramener en Amérique. Bring it all back home. Son cinquième album, quatrième si vous comptez à partir de The Freewheeling Bob Dylan, et le début de sa période électrique. Avant, déjà c'est déjà génial Bring It All Back Home, mais après il y a Highway 61 Revisited. Désolé, hein, j'ai les accents pourris parce que c'est des trucs que j'ai lus avant de prononcer quand j'étais petit il y a longtemps, même si je sais que ça se prononce pas comme ça. Et Blonde on Blonde, la période électrique de Dylan. Donc ils vont s'influencer mutuellement. Je pense que voilà, là les Beatles, ils s'intéressent à ce que fait Dylan, ils veulent plus de poésie. Et surtout, ils veulent un son nouveau et ils en ont marre des tournées. Ils commencent, ils n'arrêtent pas les tournées tout de suite. Ils sortent Rubber Soul. Et Rubber Soul, voilà, là c'est encore un autre cran, mais c'est peut-être le cran le plus important. Là, c'est le premier où c'est véritablement un album concept. Non, oui, d'autres diraient non, mais ça s'entend. Dans la production, c'est très unifié. Il y a la première chanson qui n'est pas une chanson d'amour qu'ils ont écrit, Nowhere Man, par Lennon. Stan pouvait être que par lui. He's a real Nowhere Man, sitting in his Nowhere Land. Enfin, je vais pas chanter le truc, mais c'est le début. Et après, pareil, juste avant Nowhere Man, en chanson 2, il y a Norwegian Wood qui met le premier à avoir de la sitar. Bien que See My Friend des Kings essaie d'imiter le son de la sitar avec des effets d'amplification de leur guitare. Mais là, c'est le premier avec une vraie sitar. Et ils essaient de donner à tout l'album un petit côté folk. Donc, tout ce qui est, voilà, ce qu'on va appeler plus tard le folk rock qui est en train de naître avec la période électrique de Dylan et un autre groupe ultra influent, mais euh, de façon plus cachée, on va dire, les Birds. Enfin, plus caché, on peut pas dire que ce soit le groupe le plus underground de tous les temps, mais vous m'avez compris. Et voilà, il y a Rubber Soul. Et Rubber Soul, de l'autre côté de l'Atlantique, voire de l'autre côté du continent américain, en Californie.
donnera, on va dire, l'inspiration à Brian Wilson de faire Pet Sound. Donc voilà, c'est l'étincelle. Et je pense que le Velvet Underground a dû s'inspirer grandement de Robert Soul. Et Robert Soul, et on va dire, c'est le début de la grande. De l'épopée. Là, voilà, on était dans la légende, là, on entre dans le mythe. La série d'albums la plus révolutionnaire, la plus importante, la meilleure, en grande qualité. Je reviendrai sur chacun d'eux en détail, même si ça fait déjà 30 minutes que nous parlons. J'ai peur que cet épisode dure plus longtemps que chacun des autres. Mais voilà, c'est important. Donc Robert Soul. Je pense que déjà ce qu'il faut retenir, c'est, j'en ai déjà un peu parlé, c'est les chansons exceptionnelles qu'il y a dans Robert Soul. Norwegian Wood, voilà, comme je l'ai dit, qui apporte une sitar, mais même dans l'écriture, elle est vraiment différente de ce qui se faisait avant, juste avant, quelques mois avant dans l'histoire du rock and roll, qui devient le rock. Faudrait que ça pourrait faire l'objet d'un article d'ailleurs, comment le rock and roll est devenu le rock tout court. Euh, avec rien que comme on pourrait dire la phrase d'ouverture de Norwegian Wood. I once had a girl, or should I say, she once had me. Où il y a une petite ironie, alors on va dire une ironie lénonienne, mais où il s'inspire clairement de Dylan là-dedans. Il raconte une histoire, voilà, d'une nana chez qui il va, et qui lui dit de dormir dans le bain et à la fin il lit a fire, on sait pas s'il met le feu à l'appartement qui est meublé de bois norvégien ou si juste il s'allume une cigarette. Voilà, c'est un truc, c'est tout de suite plus ironique, c'est tout de suite plus alors j'adore I Wanna Hold Your Hand, mais c'est plus le même registre. Juste avant ça, il y a un morceau un peu plus classique mais qui reste quand même euh, vraiment bien, qui est Drive My Car, assez énergique, un très bon solo de guitare, c'est très sympa. Et pareil, là, ça commence déjà à s'éloigner des anciens canons. Ça raconte une histoire. Donc, c'est l'histoire voilà, d'une fille qui pense qu'elle va devenir une star et qui dit au gars tu pourras conduire ma bagnole. Et il y a le super solo à la fin par George Harrison. Enfin, à la fin au milieu et à la fin ça se termine en fade out comme ça. Et ça enchaîne là à Norwegian Wood et tout de suite on est dans un autre monde. Je sais pas si je vais détailler forcément toutes les chansons parce que voilà, il y en a plein qui sont très importantes. Euh, bon, on a parlé de Norwegian Wood, on pouvait pas ne pas parler de Norwegian Wood qui est quand même un des morceaux les plus importants. On a parlé un peu de Nowhere Man avec ses super harmonies et pareil, c'est Lennon qui a fait beaucoup sur certains des excellents morceaux de Robert Soul. Euh, où là, voilà, ça parle de sa déconnexion, et c'est la première qui ne parle pas d'histoire d'amour. Mais vu qu'il faut quand même parler de McCartney, j'ai toujours trouvé. Alors, il y a plein de gens qui supportent pas cette chanson, qui la trouvent trop débile, mais Michel, je la trouve pas si mauvaise, honnêtement. Elle est bien produite, c'est rigolo le petit passage en français. Mais vraiment, je suis désolé, mais c'est Lennon qui porte l'album et Harrison avec le jeu sur la guitare qui est excellent. Par exemple, Girls. Is there anybody gonna listen to my story? Enfin, je vais pas vous la chanter, mais tout de suite, on est dans une vision beaucoup plus mature, une vision beaucoup plus artistique, et à une époque où, à part Dylan dans la musique populaire, c'était vraiment. On en était encore à quelque chose de, on va dire, qui est très bien, mais quelque chose de plus innocent. Voilà, par exemple, si on traverse l'Atlantique, les Beach Boys en sont à Get Around, à Surfer Girl. Et c'est après, en écoutant Robert Soul, qu'ils vont faire leur meilleure chanson avec Pet Sound, qui mériterait peut-être un épisode complet. Mais au-delà de ce côté-là des paroles, c'est la musique qui a été, voilà, comme j'ai dit, ça, qui est le cœur de l'innovation qu'a apporté Robert Soul. À part juste pour le côté folk rock, ce qu'on peut dire, c'est le jeu de la guitare de George Harrison. Je pense par exemple
I'm Looking Through You, c'est vraiment, c'est vraiment, tout le monde l'a copié après. Euh, I'm Looking Through You, je pense que, je sais plus, faudrait regarder la date, mais 65, ouais, je pense que Simon and Garfunkel, ils l'ont écouté. Alors, ils ont leur jeu en picking à eux qui est vraiment excellent, mais sur certains aspects, je pense que voilà, en tout cas, toute cette partie-là du folk rock qui n'est pas forcément l'autre côté Birds, mais ce côté un peu plus Simon and Garfunkel vient de I'm Looking Through You, et l'autre partie Birds vient de If I Needed Someone avec le début de la guitare à 12 cordes et de ce qu'on appelle le son jungle. Donc du coup qui inspira Roger McGuinn des Birds, et qui après des années plus tard retraversera l'Atlantique en Angleterre, inspirera Johnny Marr et inspirera tout le mouvement C86 qui donne naissance au rock indépendant, et dans l'intérieur du rock indépendant ce qu'on appelle le indie pop. Ça va ensuite inspirer John Squire des Stone Roses, et en même temps les Laz. Et donc toute la Britpop, en plus d'avoir tous les côtés un peu C86, tous ces trucs là. Donc If I Needed Someone, c'est une des chansons les plus auxquelles on ne pense pas, qui sont mais qui sont ultra ultra influentes. Sinon, un autre morceau que j'aimerais beaucoup parler de l'album, je vais pas tous les faire, il y en a beaucoup. C'est alors par exemple, je me rappelle, il y a What Goes On qui est un peu country, qui est dans l'ambiance de beaucoup voulu par Ringo Starr. Il y en a plein comme ça, où toute cette petite ambiance un peu folk rock. Il y en a des moins bons, notamment la dernière Run for Your Life là. À chaque fois, souvent il m'arrive de zapper après If I Needed Someone parce qu'elle est pas si intéressante que ça. Et surtout, c'est le côté, c'est le Lennon jaloux. Alors il exprime bien le Lennon jaloux, le Lennon qui aujourd'hui se fait un peu cancel. Mais là, il l'exprime de façon pas agréable, de façon. Tu vois, par exemple, dans Girls, c'est intéressant. Mais là, non, il y a juste le côté bizarre, le côté creepy, gênant. Je trouve, parce que la musique est moins bien, et surtout, If I Needed Someone aurait fait une meilleure closure, comme on dirait, dans l'album. Mais ma préférée de Robert Soul, je crois que ce serait quand même In My Life. There are places I remember. Non, désolé, j'arrête de chanter. Mais elle est excellente, que ce soit avec le petit passage au piano accéléré par George Harrison, qui montre déjà que les Beatles pensaient au studio comme un instrument. Ce qui est, on va dire, ce qui fait le cœur du rock, c'est que voilà, the studio as an instrument. Et les paroles sont vachement bien. Je pense que si j'avais pu faire mon. Si on m'avait laissé faire le discours de fin d'année à la remise de diplôme au lycée, j'aurais cité In My Life. Il y a des endroits dont on se rappelle, certains changent, mais pas forcément pour le mieux. Enfin, je vais pas tout vous leur faire, mais j'adore In My Life et j'adore Robert Soul. Mais je pense que voilà. Je vais pas raconter tout de suite la suite, parce que la suite c'est Revolver. Et Revolver, il y a extrêmement à dire. Et après Revolver, il y a Sgt Pepper. Et après Sgt Pepper, l'album blanc. Et après l'album blanc, Abbey Road. Je pourrais en avoir pour des heures et des heures et des heures. On est déjà à 48 minutes. Mais donc je pense que ce sera pour une partie 2. Mais de ça pour dire que Robert Soul, c'est voilà. C'est. On va dire le début, la Beatlesmania, c'était le Big Bang. Mais là, Robert Soul, c'est la naissance de la conscience. C'est la naissance du principe anthropique. Si on veut faire une comparaison euh, cosmogonique avec l'univers, le Big Bang qui crée tout, tous les groupes se font, et Robert Soul qui vient donner une âme qui n'est pas de plastique, même si voilà le titre était un peu ironique. Je sais plus si j'en ai un peu parlé de l'origine du titre, mais qui vient raffermir la conscience de voilà qu'est-ce qu'un album dans le rock, et pourquoi c'est le véhicule de cette expression artistique. Et ce qui va faire que voilà, on aura tous les grands, le début des classiques. Alors il y en a qui disent que le vrai début des années 60, c'est Highway 61 Revisited. Bon, moi je dirais que c'est Please Please Me,
Mais en vrai, en coupant la part en deux, ce serait Robert Soul. Voilà. C'est à partir de là que on entre dans une période plus que classique. Il y a le canon des Beatles qui va s'écrire. Et il y aurait beaucoup à dire. Donc je pense qu'il y aura peut-être un ou deux épisodes supplémentaires pour détailler ce canon. Et aussi pour pouvoir parler d'autres choses. Par exemple, les carrières solo des Beatles, ou au moins les années 70, on va dire, jusqu'à l'assassinat de John Lennon. Même si Paul McCartney, paradoxalement, a peut-être fait des trucs plus intéressants dans les années 70 que. Dans les années 90 que 2000 surtout. Que dans les années 70, quoique non, je suis désolé, moi j'adore Ram, j'adore le premier album de McCartney, McCartney One qui est sous-coté. Et les Wings c'est quand même cool. Parfois ça fait un peu variété, ça fait un peu soupe, enfin ça fait un peu pop quoi. Mais c'est quand même cool les Wings, et ils ont fait de très bons albums. Mais c'est pas la meilleure pote pour McCartney quand même. Ah, quoique bon, ça se discutera, on en discutera, vous voyez, mais je trouve que la période des années 70 avec. Ah, mais ça, ce sera vraiment. Voilà, peut-être, ce sera peut-être le troisième épisode après l'épisode de la période, l'âge d'or, parce que l'âge encore plus doré que l'âge d'or, et la fin en coulisses, et peut-être un troisième sur la partie solo. Parce que rien que pour All Things Must Pass, rien que pour Plastic Ono Band, y a tellement de choses à dire. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode-là. L'épisode suivant, ce sera sur un sujet, de nouveau un sujet plus sérieux. Je vais revenir sur Napoléon, sur ce que j'ai manqué dans l'épisode 1, et revenir sur d'autres périodes euh, que je n'ai pas mentionnées, d'autres événements. Et, euh, j'espère que je serai un peu plus à l'aise dans l'improvisation. Pour l'instant, c'est mes marques. Je prends mes marques. Mais j'espère voilà, vous faire plaisir avec ce petit podcast. Vous voyez, j'avale mes mots, désolé. Je travaille là-dessus. Avec ce petit podcast qui m'amuse quand même à faire, même si ce n'est que le début. Donc voilà. Restez abonnés pour la suite, que ce soit sur Napoléon, sur les Beatles et sur plein d'autres sujets. Et en attendant, vous pouvez toujours visiter mon blog, Théophane Césari, le blog, où vous retrouverez des articles sur des sujets très intéressants, des articles philosophiques, par exemple, un sur l'impermanence que je suis en train d'écrire qui sera bientôt là. Il y a un sur la vision de l'histoire dans le roman national tel qu'a été réactivé de façon paradoxale par Vladimir Poutine et l'Union Européenne, par deux choses complètement contraires mais qui vont dans un même sens, qui est on va dire la vision d'Ernest Renan du récit. Un autre en philosophie sur les paysans tels que vus dans la philosophie libérale classique, euh, mais aussi dans la poésie latine au regard de la crise actuelle. Sinon, d'autres dans des sujets de relations internationales. Un autre qui arrive sur le système électoral américain que je prépare pour que on va dire les néophytes puissent essayer de se repérer dans un système qui est très différent d'une autre et qui est marqué par plein de polémiques dans une société très, très divisée, trop divisée. En relations internationales, vous pouvez aussi toujours retrouver celui sur le Caucase qui a bien marché, que les gens semblent bien lire. Et en sujet historique, vous pouvez retrouver bientôt un article sur René Cassin, fondateur de l'IDERI, entre autres, parce qu'en fait il a fait tellement plus de choses, c'est un personnage oublié. Et je pense préparer un nouveau ensuite sur la vie du prince impérial. Donc voilà, je fais un peu la pub pour le blog, même si je pense que ce serait plutôt le podcast qui devrait être fait, sur lequel je devrais faire de la pub sur le blog plutôt, parce qu'il est beaucoup plus lu. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, qui ne saurait tarder. Bonne lecture sur mon blog. Écoutez les Beatles, par pitié, écoutez les Beatles, au moins Robert Soul. Vous écouterez la suite après mon prochain épisode, ou juste après avoir entendu Robert Soul. Écoutez les Beatles, et voilà, à la prochaine.